Alors merci de cette invitation à être parmi vous aujourd'hui. Je suis particulièrement heureuse d'être dans le département du Finistère, qui est un département cher à mon cœur. Pas seulement pour son dynamisme en protection de l'enfance, pour d'autres raisons aussi. Donc je me présente rapidement pour répondre à la question posée ce matin, d'où tu parles camarade, j'ai bien retenu. Donc effectivement, magistrate, j'ai longtemps été juge des enfants et depuis 3 ans, je suis détachée à temps plein à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, donc à Paris. J'ai fait une petite diapo qui est la diapo suivante sur ce que c'est que l'Observatoire national de la protection de l'enfance pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore très bien. Donc l'objectif de ce petit organisme, c'est de mieux connaître pour mieux prévenir et protéger. C'est un organisme qui dépend du groupement d'intérêt public Enfance en danger. Donc nos collègues sont les écoutants du SNATED du 119. C'est un organisme qui a été créé en 2004 et qui est modifié en profondeur, qui est modifié, on va dire, par la loi du 7 février 2022. On y reviendra tout à l'heure, puisque nous avons vocation à intégrer un groupement d'intérêt public France Enfance Protégée plus large à partir de janvier 2023. C'est une institution, je le disais, qui n'est de pas très grande taille. Nous sommes 19 agents permanents. Nous avons aussi un conseil scientifique fait de scientifiques qui viennent bénévolement nous apporter leur concours. Et la composition tant de l'observatoire au sens propre que du conseil scientifique sont des compositions pluridisciplinaires, c'est-à-dire que ça regroupe des juristes, mais aussi des sociologues, également des psychologues, etc., des démographes, etc., et pluri-institutionnelles, puisque la justice, les départements, l'État, les différents organismes d'État, l'éducation nationale sont représentés dans cette institution. Donc l'Observatoire national de la protection de l'enfance est un centre de ressources pour les professionnels et les décideurs publics de la protection de l'enfance. Donc à ce titre, nous produisons et nous analysons des données chiffrées, nous soutenons et nous diffusons la recherche scientifique en protection de l'enfance de façon pluridisciplinaire, comme je le disais tout à l'heure. Et nous observons et analysons des pratiques professionnelles, ce qui fait que nous passons le plus de temps possible aussi sur le terrain. Et nous animons enfin le réseau des observatoires départementaux de la protection de l'enfance. Ce qui fait que sur notre site, vous trouverez tout un tas de ressources à disposition, des rapports d'études, des dossiers thématiques. Le dernier sorti il y a moins de 15 jours étant le deuxième volet sur la prostitution des mineurs, qui vise à rassembler des apports et des outils à disposition sur les pratiques pour protéger les enfants victimes de prostitution. Nous produisons aussi des revues de littérature. La dernière parue au mois de septembre porte sur la scolarité des enfants protégés, puis des formats synthétiques également, des recherches, notamment un document qui s'appelle ONPE Synthèse de 4 pages, des guides méthodologiques, notamment sur le retour sur événements dramatiques qui peuvent servir aux professionnels. Et nous produisons des séminaires, des webinaires, des journées techniques, etc. etc. Voilà. Donc tout ça est disponible gratuitement sur le site onpe.gouv.fr que je vous invite à consulter. Pour en revenir à l'objet de l'exposé d'aujourd'hui, donc la loi du 7 février 2022, je me situe d'abord par rapport à cette loi, je nous situe par rapport à cette loi, je ne l'ai pas dit, mais le groupement d'intérêt public Enfance en danger, comme le GIPFEP, futur GIPFEP qui va intervenir au mois de janvier 2023, est un organisme qui est financé à parité par l'État et par les départements. Donc nous avons ce rôle pivot entre l'État et les départements pour le pilotage et l'articulation de la protection de l'enfance. Si bien que concernant un projet de loi, ce projet de loi-là, comme n'importe lequel, nous intervenons à plusieurs niveaux. Nous intervenons en amont du projet de loi, donc puisqu'on nous demande notre avis sur les dispositions envisagées et qu'à partir de notre observation du terrain et des pratiques professionnelles et à partir également de l'état de la recherche, nous donnons notre avis aux décideurs publics. Et puis ensuite, nous intervenons une fois que le législateur a tranché. Nous intervenons pour favoriser l'appropriation, bien sûr, de cette loi, et c'est un peu à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Nous intervenons pour favoriser l'appropriation de cette loi par les professionnels, et nous intervenons aussi, et nous avons à cœur aussi, de mener une réflexion sur la façon dont c'est reçu et la façon d'observer finalement les pratiques, la façon dont ça fait bouger les pratiques, et c'est aussi à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, parce que je suis très intéressée d'avoir vos retours sur les effets de cette loi et les apports de cette loi pour vous, ou les points d'attention qu'elle suppose pour vous.
Donc voilà dans quelle mesure nous travaillons sur la loi du 7 février 2022. Nous avons, dans l'idée de favoriser l'appropriation par tout le monde de cette loi et de ses éléments principaux, nous avons publié au mois de mai une note sur laquelle je m'appuierai aujourd'hui, une note qui cherche à contextualiser un petit peu cette loi et les apports de cette loi et à dresser des perspectives. Nous travaillons bien sûr aussi en ce moment en collaboration, nous intervenons, nous donnons notre avis sur la question des décrets d'application de cette loi qui sont nombreux et qui, bien sûr, vont conditionner l'effectivité des mesures décidées dans cette loi. Alors, sur le contexte d'élaboration de la loi, on peut revenir sur quelques éléments statistiques au niveau national, puisque je rappelle que l'Observatoire national de la protection de l'enfance, au 31 décembre 2020, ciblait 308 000 mineurs concernés par une intervention au titre de la protection de l'enfance, que ce soit une intervention en milieu ouvert ou en accueil, que ce soit judiciaire ou administratif. Ce chiffre était en légère baisse par rapport à 2019 dans un contexte très particulier de crise sanitaire. Et par ailleurs, on constatait au niveau des jeunes majeurs une hausse importante puisque 32 000 mesures étaient prises au 31 décembre 2020 contre 24 000 au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 30%, de plus de 30%. Là aussi explicable assez largement par la crise sanitaire, par les effets de la crise sanitaire. Ça, c'est l'évolution sur une courte période, l'évolution des chiffres sur une courte période, mais si on les prend sur les 10 dernières années, on a une augmentation constante des effectifs en protection de l'enfance, que ce soit concernant les mineurs ou concernant les jeunes majeurs, et une augmentation aussi continue des dépenses départementales en protection de l'enfance, dépenses dont on a parlé un petit peu ce matin. Au niveau national, les dépenses départementales en protection de l'enfance s'élèvent à 8,9 milliards d'euros en 2020. Et ces dépenses ont pris une hausse de 30%, plus 30% entre 2010 et 2020, plus 3,8% entre 2019 et 2020, pour donner un petit peu un ordre de grandeur. Ça, c'est le premier constat quant au contexte dans lequel a été prise cette loi. Le deuxième, c'est que l'Observatoire publie annuellement également une note qui met en évidence les disparités entre départements sur ces chiffres et sur l'application des textes. Il y a de grands écarts entre les départements dans la mise en œuvre des interventions au titre de la protection de l'enfance, que ce soit pour les mineurs ou les jeunes majeurs. Et donc forcément, ça pose des questions en termes de comment garantir une réponse égale aux besoins des enfants protégés sur l'ensemble du territoire. Ça, ce sont de premiers éléments de contexte. À cette augmentation des chiffres et du budget correspond aussi une augmentation des textes de loi, une profusion législative ces dernières années qui ne vous a pas échappé. Alors, on pense notamment à la loi de 2016, qui était une grosse loi de protection de l'enfance et qui, on le sait, de par nos observations, n'est pas complètement assimilée dans l'ensemble des départements, et ça explique une grande partie des disparités que nous constatons. On observe une difficulté à penser la politique de protection de l'enfance de façon cohérente et transversale. Pour donner une petite idée de cette profusion législative, je vais pas revenir, mais en 2020, il y a eu plusieurs lois qui touchent la protection de l'enfance. En 2022, rien qu'en février 2022, en moins de 15 jours, on a eu 3 lois qui ont été promulguées qui concernent toute ou partie des enfants en danger, parce qu'il y a eu la loi sur l'adoption, la loi dite 3DS, qui ont été promulguées le 21 février 2022. Et puis, ça, ce ne sont que les lois qui ont été votées. Il y a quand on s'intéresse aux propositions de loi qui sont déposées par les parlementaires, alors là, on a vraiment énormément de propositions. Par exemple, avant même que la loi du 7 février 2022 ne soit définitivement adoptée, a été déposée une proposition de loi relative à l'expérimentation de l'exercice de la compétence de l'ASE par l'État. Rien que ça. Bon, c'est une proposition de loi, mais quand même, ça témoigne quand même d'une certaine profusion législative. Et ça témoigne, alors c'est très bien que les décideurs publics se saisissent finalement, et les législateurs se saisissent de ce sujet, mais quand on voit ce foisonnement, on mesure aussi à quel point c'est un sujet complexe et pas toujours maîtrisé dans sa transversalité par le politique au niveau national. Or, c'est un sujet qui a besoin d'une approche transversale.
Alors on a aussi, à ce foisonnement législatif, on peut aussi ajouter un cumul depuis quelques années de feuilles de route, de plans sur des thématiques particulières en protection de l'enfance. Alors par exemple, on peut penser au plan de lutte contre les violences faites aux enfants pour 2020-2022, on peut penser au premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, on peut penser bien sûr à l'installation de la Civise, il y a eu aussi une commission, j'en reparlerai tout à l'heure, une commission nationale de lutte contre la maltraitance et pour la bientraitance dans les institutions. Tout cela débouche à chaque fois sur des préconisations et des engagements du gouvernement. Et finalement, la loi du 7 février peut apparaître aussi comme le vecteur législatif nécessaire pour traduire dans la loi une partie de ces engagements. Autre élément voilà, on se rapproche de la loi. Cette loi, elle ne s'inscrit pas dans la continuité par rapport au droit antérieur, que ce soit dans les objectifs de cette loi ou que ce soit dans la méthode qui a été utilisée. Je pense notamment à la façon dont avait été faite la loi de 2016. En 2022, on est quand même dans un contexte d'exposition médiatique qui stigmatise des insuffisances graves de la protection de l'enfance. Et l'exposé des motifs de la loi du 7 février 2022 considère que celles de 2007 et 2016, je cite, ont produit des résultats insuffisants dans la lutte contre les violences commises contre les enfants, y compris en institution, et n'ont pas pleinement répondu aux attentes de professionnels engagés, mais dont les capacités d'action sont limitées par des réglementations inadaptées. Donc, dans l'exposé des motifs de la loi de 2022, on voit une volonté de rupture par rapport aux lois, dans une certaine mesure, de 2007 et de 2016. Encore une fois, dans un contexte où la politique de protection de l'enfance et sa mise en œuvre est fortement exposée médiatiquement et stigmatisée médiatiquement. Et puis sur un autre plan, l'exposé des motifs de la loi du 5 mars 2007 insistait sur le rôle de chef de file des départements. Et là, en 2022, le gouvernement présente la protection de l'enfance comme une compétence partagée. Et ça revient à de nombreuses reprises, tant dans l'exposé des motifs que dans la loi elle-même. Donc on y reviendra. Alors ça, c'est quant aux objectifs de la loi. On voit qu'il y a une rupture, une différence. Et dans la méthode également, la loi de mars 2016 avait fait l'objet de longues discussions à l'Assemblée et même au-delà, s'appuyait sur un travail de longue haleine avec un rapport Goutte Noire que vous connaissez sûrement tous, qui datait de 2014, donc il y avait eu le temps d'être intégré par les personnes qui discutaient le projet de loi. Et c'était un travail d'ampleur, et là, pour le coup, quelque chose qui reprenait la protection de l'enfance, et y compris les objectifs. Vous vous souvenez que la loi de 2016, elle nommait différemment les objectifs de la protection de l'enfance. Effectivement, là, c'était une réforme d'ampleur qui venait d'un rapport et qui a été longuement discutée. En 2022, on est sur une loi qui a été adoptée dans le cadre d'une procédure accélérée, donc avec des débats réduits. Et avec un secrétaire d'État qui a régulièrement rappelé que c'était son intention de laisser ce texte ouvert, je cite, de laisser la version présentée en Conseil des ministres s'enrichir des apports du Parlement. Alors, ça a bien été le cas, le Parlement a enrichi de façon conséquente le texte, puisque le texte est passé de 15 articles au départ, dans le projet de loi gouvernemental, c'était 15 articles. On arrive au final à 42 articles, ce qui est conséquent, regroupés en 8 titres. Mais c'est vrai qu'en termes de discussion, ça a été discuté assez rapidement. Alors, comme je le disais, il y avait eu des commissions, groupes de travail, engagements précédents. Mais par contre, au niveau parlementaire, ça s'est fait assez rapidement en termes de discussion. Ça pose quelques questions en termes de rédaction de la loi, puisqu'il s'agit parfois de dispositions très techniques, des formulations qui ont finalement été retenues, qui sont parfois difficiles à interpréter, vous le verrez, vous l'avez peut-être déjà touché du doigt dans votre quotidien. Et une autre conséquence, c'est que la loi renvoie souvent à la mise en œuvre de décrets d'application. Quand ça devient trop technique, trop complexe, qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter, ça renvoie souvent à des décrets d'application. Et donc, du coup, à une inflation législative, finalement, succède une inflation réglementaire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec le travail autour de l'élaboration des décrets. Donc voilà pour cette présentation du contexte finalement dans lequel a été prise cette loi.
Donc je rappelle dans le diapo qu'il y a 7 codes qui ont été modifiés, donc 42 articles, 8 titres que vous voyez s'inscrire. Nous sommes un petit peu taquins à l'Observatoire, donc nous avons repris un plan de présentation en 8 parties également, mais qui ne suit pas tout à fait la loi, puisque nous n'aurions pas forcément qualifié comme l'a fait la loi les apports de cette loi. Donc, mais je pense que vous y retrouverez quand même. Donc au cours de cet exposé, vous verrez, partie par partie, je dis quel texte je vise pour que ce soit un peu moins fastidieux à suivre et que je répète un peu moins les articles, parce que sinon ce serait vraiment pénible pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Alors la première partie, donc on peut passer, voilà, la première partie, nous avons repéré dans cette loi, et c'est manifeste, une volonté de mobiliser, de préserver et de développer les ressources autour de l'enfant protégé. Donc c'est notamment concentré au titre premier de la loi, qui traduit donc l'ambition de mobiliser, de préserver, développer les ressources, notamment familiales, mais pas uniquement des enfants protégés. Alors d'abord, c'est l'idée de favoriser l'accueil chez un proche, qu'il soit un membre de la famille ou un tiers proche. Donc avec une modification de l'article 375-3 du Code civil. Et pour ça, la loi va s'appuyer sur 3 leviers. D'abord, avant tout placement institutionnel, il y a une évaluation obligatoire des ressources présentes dans l'environnement de l'enfant. Ça, c'est le premier levier. Le second levier, c'est un accompagnement institutionnel pour tous les tiers désignés par le juge des enfants. Et troisièmement, la possibilité pour le juge de désigner un service pour accompagner les droits de visite mis en place dans l'intérêt de l'enfant. Alors sur l'obligation d'évaluer les possibilités d'accueil et sur cette recherche d'un maintien de l'enfant auprès de sa famille élargie ou des personnes ressources dans son environnement, il faut quand même signaler que c'est un principe ancien que de dire que l'enfant doit rester dans son environnement à chaque fois que c'est possible. L'article 375-2 du Code civil le rappelle, rappelle que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, le milieu actuel étant défini par la jurisprudence comme son milieu familial naturel, entre guillemets. Et puis, on avait aussi déjà l'article 375-3 du Code civil qui énumérait les personnes physiques et morales auxquelles l'enfant peut être confié, si sa protection l'exige. Et souvent, ce texte était interprété comme établissement un ordre de préférence, enjoignant donc de ne confier l'enfant à une institution qui, à défaut de pouvoir le confier à l'autre parent, en cas de séparation, à un membre de la famille ou enfin à un tiers digne de confiance. Et bien sûr, avec ces dispositions, on est conforme au droit international et européen, mais je ne reviens pas là-dessus. Mais en pratique, jusqu'à maintenant, plusieurs recherches ont souligné la sous-utilisation de ces modes d'accueil en France, alors que d'autres pays peuvent au contraire développer l'accueil de l'enfant chez un proche. Selon la direction de la recherche et des études et de l'évaluation des statistiques qu'on appelle l'adresse au ministère de la Santé, au 31 décembre 2020, ce ne sont ainsi que 12 900 enfants qui étaient confiés par un juge à un tiers digne de confiance, contre 184 000 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc vous voyez qu'on est dans des proportions tout à fait minimes et certainement des marges de progression par rapport au fait de rechercher des solutions dans la famille ou dans l'environnement proche. Cependant, il faut quand même se dire qu'en droit français, pour avoir une vue exhaustive des enfants accueillis par un proche, il faudrait ajouter à ces statistiques des tiers dignes de confiance au sens strict du terme, d'autres mécanismes de solidarité et de protection qui peuvent se mettre en place. Je pense par exemple à la délégation d'autorité parentale chez un proche, à un proche, la kafala, et également, on n'a pas dans ces statistiques l'accueil par un tiers durable et bénévole au niveau administratif. Donc on a une vraie difficulté en France, et ça se rajoute au problème, on a une vraie difficulté en France à obtenir des statistiques fiables sur le sujet, des statistiques exhaustives. Toujours est-il qu'on estime quand même, et les praticiens estiment en général, qu'on peut faire mieux de ce côté-là. Il y a eu d'ailleurs une recherche qui a été menée en 2013 à la demande du Défenseur des enfants, qui a contribué à identifier les freins au développement de ce type d'accueil. Et le premier levier qui a été vu, c'est qu'effectivement, le placement auprès d'un tiers ou de membres de la famille devait être sécurisé
en amont de la décision par une évaluation comportant notamment une analyse des ressources, mais aussi de la structure et de la qualité des liens autour de l'enfant. Donc l'idée clé, c'est de procéder à une meilleure évaluation des ressources et de la qualité des liens autour de l'enfant. Bien sûr, on peut mettre ça en rapport avec la notion de besoins fondamentaux de l'enfant, avec les capacités parentales, les facteurs familiaux et environnementaux, comme on le connaît. Et il y a un outil qui est intéressant pour cela au niveau des pratiques, et je sais que vous l'utilisez dans le Finistère, c'est le dispositif créé au Canada en 2000 qui a été intitulé Cadre d'évaluation des enfants ayant des besoins et de leur famille, le CAB. Je pense qu'il figure beaucoup dans vos documents et que vous l'utilisez. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser si on veut développer cette pratique. Mais pour modifier cet état de fait, pour aller plus vers les tiers dignes de confiance, on a besoin quand même de modifier les pratiques professionnelles en matière de repérage et de mobilisation des proches présents dans l'entourage de l'enfant, d'organiser une adaptation des moyens et des moyens pour cela. Et notamment, dans la loi, on voit que celui qui doit fournir cette évaluation au juge des enfants, c'est le service compétent. Et il n'y a pas plus de précision dans la loi que le service compétent doit fournir une évaluation au juge des enfants sur les possibilités de confier l'enfant à un tiers. Donc, ce qu'on comprend des débats parlementaires, c'est que selon les situations, si on est au tout début, on sera sur une évaluation par l'aide sociale enfance, si on est en cours d'AEMO par le service d'AEMO, ou le juge des enfants pourra désigner une MJE à cet effet également. Mais alors, ce que l'on comprend aussi, c'est que si les éléments manquent dans ces écrits, alors qu'un placement envisagé, sauf urgence, c'est le juge des enfants qui va devoir être à l'origine de la demande d'évaluation ou d'un complément d'évaluation si ça n'est pas suffisant dans ce qui lui est apporté. Et ça, bien sûr, ça comporte le risque d'un retard de protection pour un enfant en danger. Donc on a besoin de pouvoir s'adapter, nous professionnels, et je me mets toujours dedans, bien sûr, de systématiser cette évaluation des ressources, donc de modifier nos pratiques et nos approches, et puis d'avoir aussi une articulation sans faille entre acteurs compétents si on ne veut pas perdre trop de temps dans l'intérêt de la protection des enfants. Et bien sûr, tout ça, ça prend place dans un contexte assez préoccupant de systèmes de protection de l'enfance sous tension avec des mesures en attente. Que ce soit au niveau, un peu dans tous les départements, ce qui nous remonte, c'est dans tous les départements, au niveau de l'AEMO ou au niveau des MJE. Et enfin, il faudra coordonner cela avec une autre disposition dont je parlerai tout à l'heure, qui est la référence obligatoire au référentiel d'évaluation mis en place par la HAS, qui a été présenté, un référentiel d'évaluation donc en unique que tous les départements devront adopter. Et donc, forcément, il faut aussi modifier ces pratiques de ce côté-là. Donc, ça fait beaucoup de changements à prendre en compte au niveau des évaluations pour les professionnels. Alors, quant à la portée de ce texte, on peut préciser que la circulaire du ministère de la Justice en date de mai 2022 mentionne que si on n'a pas d'évaluation préalable de la possibilité d'un accueil dans l'entourage et qu'on a quand même un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance, on n'a pas une nullité de procédure en termes de sanctions. Par contre, ça peut constituer un motif d'appel, évidemment, et donc un motif d'infirmation d'une décision du juge des enfants. D'où l'importance, ce n'est pas quelque chose qui est en l'air, ce n'est pas une obligation en l'air comme on les connaît parfois en protection de l'enfance. Voilà. Il y a quand même quelque chose à dire aussi, c'est que le texte permet en cas d'urgence, et c'est sur cette notion d'urgence que j'aimerais revenir, le texte permet en cas d'urgence un accueil institutionnel de l'enfant sans évaluation préalable des possibilités d'accueil dans l'entourage de l'enfant. Et là, on a quelque chose peut-être aussi à réfléchir en termes de pratique conjointes. Je pense beaucoup aux juges des enfants, travailleurs sociaux, mais il y a certainement d'autres acteurs impliqués dans l'histoire. L'appréciation de la notion d'urgence par l'ensemble des professionnels dans le même sens a son importance ici. Bien sûr, on va assez vite tomber d'accord sur l'urgence en termes de violence physique, voire même de violence psychologique, etc. Mais quid des négligences et des carences répétées, graves et répétées, notamment dans les très jeunes années d'un enfant, puisque on sait que c'est là que ça fait le plus de dégâts. On sait aussi que c'est là que c'est le moins visible. Et on sait aussi qu'à un certain âge, c'est là où il ne faut pas perdre de temps.
Moi, je tiens assez à une notion que l'on pourrait qualifier d'urgence développementale. C'est-à-dire qu'au-delà de l'urgence de la protection des coûts, il y a peut-être un développement à protéger aussi de façon urgente. Et là, ça nécessite que l'ensemble des professionnels réfléchissent à ce que c'est que l'urgence, notamment pour un enfant de moins de 2 ans. Je pense spécifiquement à cela, mais ce n'est pas les seuls qui peuvent être visés par une négligence grave et une carence grave. Bien sûr, des recherches mettent, comme vous le savez, en avant le caractère délétère de certaines décisions d'accueil prononcées trop tardivement, avec, dans ces cas-là, des possibilités de récupération qui sont par la suite limitées. C'est pas une lubie de Magali Fougère qui tient vraiment à protéger les enfants des carences et qui a cette attention particulière. C'est vraiment quelque chose qui est démontré par la recherche. Et je pense notamment à la recherche Saint-Exupéry qui date déjà d'il y a quelques années, qui montrait à quel point des enfants entrés tard en pouponnière avaient des capacités de récupération qui étaient durablement, voire définitivement atteintes. Parce qu'ils avaient été protégés trop tard. Je pense toujours à cette recherche-là, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Donc voilà, donc ça c'est sur la question de l'évaluation, pour laquelle on va tous avoir un effort à faire en termes de cohésion dans notre appréciation de l'urgence et en termes de rapidité dans la mise en place d'une évaluation satisfaisante pour respecter les dispositions légales. Deuxième levier, si on veut développer les tiers dignes de confiance, et la loi l'a pris en compte, c'est l'obligation d'informer et d'accompagner les membres de la famille et tiers auxquels l'enfant est confié. Il y a quelques années, l'ONPE a confié une recherche à une chercheuse qui s'appelle Bernadette Tillard et qui a mis en évidence les besoins d'accompagnement des tiers dignes de confiance, les besoins de soutien et d'accompagnement des tiers dignes de confiance. Elle a précisé aussi que ce soutien, ça passe par l'information de leurs droits, et dans certaines situations familiales complexes, d'un soutien dans la médiatisation des liens entre l'enfant et ses parents. Et la loi là répond à cette préoccupation puisque l'article, enfin essaye en tout cas, puisque l'article L221-4 du Code de l'action sociale et des familles s'est vu ajouter un alinéa selon lequel, en l'absence de mesures d'action éducative en milieu ouvert, puisque vous savez qu'il arrive que le juge des enfants, bien sûr, fasse un placement tiers digne de confiance avec une mesure d'AEMO. Là, la loi dit que s'il n'y a pas d'AEMO avec un placement tiers digne de confiance ou membre de la famille, quand je dis, faut l'entendre au sens large, et bien dans ce cas-là, un référent du service de l'ASE ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Et la loi précise que ce référent est aussi chargé de la mise en œuvre d'un projet pour l'enfant. Ça semble évident, mais ça va mieux en le disant. Alors un décret est prévu et est en cours de discussion pour préciser la nature et le contenu de cet accompagnement. Ce qu'on remarque tout de suite dans la rédaction de la loi, et donc ce sera un des enjeux du décret, c'est que cet accompagnement, il est très centré sur l'accompagnant, très centré sur le membre de la famille ou le tiers auquel l'enfant est confié. Quid de l'accompagnement du parent dans ces cas-là? Peut-être que le décret répondra à ce souci. Est-ce qu'il faudra systématiquement une AEMO si on veut que le parent soit aussi accompagné? C'est une des questions qui se posent. Et puis, autre question également, on est dans le cadre d'un placement judiciaire, mais d'un accompagnement administratif, donc vous me voyez peut-être revenir. Quid, est-ce que c'est une prestation de l'aide sociale à l'enfance comme une autre? Et est-ce que la personne tiers digne de confiance peut refuser cet accompagnement? Et dans ce cas-là, quelles conséquences d'un refus d'accompagnement par le tiers digne de confiance ou le membre de la famille? Ça, c'est encore une question qui reste ouverte. Le plus vraisemblable, c'est qu'il va falloir là aussi que nous nous adaptions en termes de pratique. Et peut-être que nous présentions, vu le caractère systématique de la rédaction de la loi, peut-être qu'il va falloir que nous adaptions nos pratiques en présentant aux tiers dignes de confiance ou aux membres de la famille le tout comme un pack, c'est-à-dire est-ce que vous acceptez de vous occuper de cet enfant? Est-ce que vous acceptez l'accompagnement et l'information et le suivi par un référent de l'aide sociale à l'enfance ou d'un service habilité à cet effet? Parce que sinon, vous ne pouvez pas être tiers digne de confiance. L'accompagnement irait obligatoirement l'un avec l'autre. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse évoluer nos pratiques par rapport à ça. Peut-être que la pratique inventera autre chose qui n'est pas aujourd'hui, qui ne semble pas, en tout cas je vais être prudente, qui ne semble pas avoir été pensée par le législateur, c'est-à-dire l'hypothèse d'un refus de cet accompagnement par le tiers ou la personne de confiance.
Alors, puis il y a encore un autre enjeu, c'est celui de la sécurisation de ces accueils par un tiers digne de confiance ou par un membre de la famille. Puisque, vous allez voir, on en reparlera tout à l'heure, un des objectifs de la loi, c'est beaucoup de sécuriser les placements, notamment en vérifiant les antécédents judiciaires des personnes accueillant l'enfant, mais aussi des personnes vivant au domicile des personnes accueillant l'enfant. La loi est muette là-dessus par rapport aux tiers dignes de confiance. Donc du coup, on peut penser que ces vérifications, elles seraient à faire dans le cadre de l'évaluation ou dans le cadre de l'appréciation du juge des enfants avant de confier un tiers digne de confiance. En tout cas, on se rend compte qu'en termes de prévision légale, il y a 2 poids 2 mesures entre ces membres de la famille ou tiers et toute autre personne, y compris bénévole, on y reviendra, qui peuvent entrer en contact avec un enfant dans le cadre d'un placement. Il n'y a rien de prévu expressément, ce qui n'interdit pas de vérification, mais ce qui ne donne pas non plus de fondement légal. Voilà. Donc c'est un petit peu un élément de complexité. Troisième levier pour favoriser les tiers dignes de confiance, c'est la précision du service chargé d'accompagner les droits de visite parents-enfants en cas d'accueil de l'enfant chez un tiers. On avait dans certains départements une situation où ni les services d'AEMO ni les services de l'aide sociale à l'enfance, en cas de placement tiers digne de confiance, n'étaient d'accord pour encadrer, accompagner, médiatiser les relations entre l'enfant et son parent. Et ça pouvait conduire certains juges des enfants à renoncer à un placement tiers digne de confiance, ou en tout cas à le remettre en question après coup. Donc là, le législateur tire les conséquences de cette observation de la pratique et finalement instaure bien la possibilité pour le juge des enfants de désigner soit l'aide sociale à l'enfance, soit le service d'AEMO pour exercer cette mission. Donc c'est un levier aussi intéressant. En termes de préservation des ressources autour de l'enfant protégé, on peut citer aussi le principe de non-séparation des fratries, qui est réaffirmé. Alors là aussi, ce n'est pas un principe qui est tout à fait nouveau. On va voir dans quelle mesure il est nouveau, mais c'est quelque chose qui ne nous est pas quand même étranger, qui ne nous a pas été étranger jusqu'à la loi de 2022. Et malgré ça, on a, pour donner un seul exemple, une étude longitudinale sur l'autonomisation des jeunes après un placement. C'est l'étude ELAP que certains d'entre vous connaissent peut-être. Cette étude, elle montre que 75% des jeunes majeurs interrogés ayant bénéficié d'un suivi au titre de la protection de l'enfance appartiennent à une fratrie importante de 3 enfants ou plus. Et cette étude souligne que la majorité de ces enfants confiés ne vivent pas ensemble et que 18% d'entre eux sont d'ailleurs les seuls de la fratrie à être placés. Donc on constate, et ça rejoint aussi les témoignages qu'on recueille de plus en plus maintenant des personnes concernées, on constate qu'il y a de nombreuses situations de séparation des fratries. Même si ce principe, là aussi conforme au droit européen et au droit international, était consacré d'une part au sein de l'article 371-5 du Code civil depuis plusieurs années. Là, on a une nouvelle façon de dire les choses, c'est-à-dire que le lieu d'accueil ne doit plus seulement faciliter le maintien des liens. L'accueil de l'ensemble de la fratrie doit se faire sur un même lieu, sauf si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. Et cette nouvelle formulation, là encore, fait peser des responsabilités accrues sur les départements quant à l'allocation de moyens et à la création de places dédiées. J'ai entendu qu'il en était question justement ce matin. On peut rappeler aussi que la recherche montre les enjeux d'un accueil conjoint de fratrie et tout ce qui peut en être retiré pour certaines fratries et dans certaines situations en termes de résilience, toutes les ressources que peut représenter une fratrie pour certains enfants. Et donc ces recherches recommandent bien sûr ces accueils ensemble. Bien sûr, il y a d'autres situations et la loi le laisse ouvert aussi. On dit bien, sauf si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution, c'est-à-dire la séparation d'une fratrie. Il y a aussi des situations notamment de violence, de maltraitance grave qui effectivement nécessitent une séparation des fratries à court ou long terme. Alors, on a aussi dans la loi cette précision, c'est un complément en fait, puisque le service de l'aide sociale à l'enfance doit justifier obligatoirement d'une décision de séparation des fratries et en informer le juge des enfants dans les 48 heures. Bon, c'est intéressant, sauf qu'on ne sait pas ce que le juge des enfants a comme pouvoir une fois qu'il est informé. Mais effectivement, ça figure dans la loi.
par rapport à ça. Et ça peut peut-être permettre d'engager un dialogue dans certaines situations pour essayer de trouver des solutions. Et puis bien sûr, cette disposition, elle est d'autant plus difficile à mettre en œuvre qu'on constate quand même en protection de l'enfance, je le disais tout à l'heure, des fratries nombreuses, 75% des enfants avec une fratrie de plus de 3. Et on a aussi le problème des demi-frères et demi-sœurs, donc du maintien de fratries très étendues. Donc ça pose plusieurs difficultés, et pas seulement des difficultés financières, mais aussi d'opportunités d'appréciation du maintien ensemble d'une fratrie et jusqu'où on va dans l'application de ce principe. Autre disposition qui peut être en faveur de la préservation des ressources autour de l'enfant protégé, c'est une modification qui permet le maintien plus exactement du versement de l'allocation de rentrée scolaire aux membres de la famille qui assument la charge effective et permanente de l'enfant, même lorsque l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance et lorsque cet enfant continue de résider au sein de la famille et d'être à la charge d'un de ses membres. Alors concrètement, ça vise les pratiques de placement à domicile, puisqu'on sait que ça pouvait poser problème et aller jusqu'à compromettre un placement à domicile, ou en tout cas une rentrée qui se passe dans de bonnes conditions, avec cette allocation de rentrée scolaire qui était certes mise de côté pour l'enfant, mais en tout cas qui ne bénéficiait pas à l'accueil actuel de l'enfant dans sa famille, dans le cadre d'un placement à domicile. Alors c'est peut-être une occasion manquée que de ne parler du placement à domicile dans cette loi que sous le prisme de l'allocation de rentrée scolaire, puisque je rappelle que le placement à domicile n'a pas de fondement légal particulier à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose issu de la pratique et qui répond certainement à un besoin, mais qui n'est ni clair sur le plan du concept, ni sur le plan juridique, ni sur le plan des pratiques éducatives. Quand on regarde d'un département à un autre ce qu'on appelle placement éducatif à domicile, c'est vraiment le grand écart. Et c'est aussi, si je peux me permettre, la porte ouverte à certaines dérives dans certains cas. Et d'ailleurs, on avait un rapport de l'IGAS sur les accompagnements à domicile, rapport de 2019, je crois, qu'on appelait le rapport Guédan, qui pointait bien la nécessité de trouver un cadre plus précis à ces placements à domicile. Et le CNPE, le Conseil national de la protection de l'enfance, en 2021, a rejoint effectivement cette nécessité de clarifier ce cadre. Bon, ça c'était une incise sur la question du placement à domicile, je n'en parlerai plus, puisqu'il ne figure pas ailleurs dans la loi. Et puis, il en sera question tout à l'heure, il y a la question du développement, finalement, et du renforcement des personnes présentes dans l'entourage de l'enfant, en parallèle à un accueil institutionnel, puisqu'on sait, de nombreuses recherches mettent en évidence le faible capital social et le risque d'isolement des jeunes majeurs au moment où ils sortent de l'aide sociale à l'enfance. On sait que la sortie et la fin de l'accompagnement, ça se traduit souvent par une rupture des liens noués par les jeunes avec les professionnels, mais aussi avec les autres enfants confiés. Et puis, on sait aussi qu'une part non négligeable d'enfants protégés n'ont plus de relation avec les membres de leur famille, ou ne disposent pas d'un autre réseau amical solide à la fin de leur placement. Donc, c'est là tout l'intérêt d'encourager d'autres relations permanentes, d'autres relations affectives et soutenantes, avec l'idée de soutenir finalement, d'enrichir leur capital social, et puis ça favorise bien sûr le sentiment d'estime de soi, qui est quelque chose, qui est un objectif à rechercher aussi en protection de l'enfance. Donc on a d'abord la proposition systématique d'un parrainage qui s'inscrit dans la loi. Donc c'est l'article L221-2-6 du Code de l'action sociale et des familles. Donc tout enfant pris en charge par les services de l'ASE doit avoir au moins une évaluation de l'intérêt d'avoir un parrainage. Donc c'est soumis à une évaluation préalable de la situation, à l'accord des titulaires de l'autorité parentale et au respect de l'intérêt de l'enfant. On retiendra que c'est l'accord des titulaires d'autorité parentale et le respect de l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas l'accord de l'enfant. C'est une première observation sur cette rédaction et sur cette conception du parrainage. Alors le parrainage, ça vous sera peut-être dit, mais c'est vraiment une tradition ancienne qui a fait l'objet d'une lente reconnaissance institutionnelle. À titre d'exemple, déjà dans les années 70, Simone Veil, qui était ministre de la Santé, a signé 2 circulaires qui incitaient fortement, alors les DAS, là pour le coup c'est vraiment les DAS, à l'époque, à proposer du parrainage à tous les enfants qui n'avaient pas d'attache forte et qui pouvaient en avoir besoin. Il y a une enquête d'ailleurs qu'elle a demandée en 1976 et qui montrait qu'il y avait 3000 parrainages dans 51 départements.
Donc vous voyez, c'est quand même une pratique relativement ancienne en protection de l'enfance, avec, je pense, des vicissitudes et des hauts et des bas. La définition du parrainage est posée par la loi du 7 février 2022. C'est une relation durable, coordonnée par une association, construite sous la forme de temps partagé régulier entre l'enfant et le parrain et la marraine. Et puis, on a cette codification très claire d'une intermédiation, donc par une association habilitée à cet effet. Donc avec quelque chose d'apparemment paradoxal à concilier, c'est-à-dire une association habilitée qui accompagne, qui contrôle, qui encadre ce parrainage, et en même temps une relation qui se veut le plus affective, le plus naturel possible entre l'enfant et un parrain. Bon, je l'ai dit, autre chose qui peut paraître un peu choquant dans la rédaction de la loi, la désignation de l'enfant est faite par le président du conseil départemental sans mentionner à aucun moment l'accord de l'enfant comme une condition à la mise en œuvre du parrainage, ce qui peut paraître un peu curieux quand on parle d'une relation. Alors, il y a un projet de décret là aussi qui est en cours de discussion et avec plusieurs enjeux, alors autour notamment de l'habilitation des associations par les CD, du rôle exact de l'association dans le contrôle des antécédents judiciaires, de l'inscription dans le projet pour l'enfant des projets de parrainage, ce qui aurait tout son sens en fait, puisqu'il s'agit bien de mobiliser l'ensemble des acteurs autour de l'enfant avec la démarche du PPE. Et puis, il y a également l'idée que peuvent se présenter des parrains qui ne viennent pas de l'association, qui ne viennent pas du vivier de l'association au départ, mais qui sont des personnes que l'enfant connaît par ailleurs et qui pourraient jouer ce rôle de parrain. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'ils passent obligatoirement par l'association? La loi semble aller dans ce sens-là. Il y a un caractère exclusif du passage donc par une association pour être parrain en protection de l'enfance. Donc ça aussi, c'est quelque chose que le décret devra, à mon sens, organiser. Il y a un enjeu important puisque, ça a été dit ce matin, pour l'instant, il y a un vivier de parrains qui ne permet pas de faire face à toutes les situations où potentiellement les enfants pourraient être accueillis donc ils pourraient être en relation avec des parrains. Et effectivement, là, il y a aussi la nécessité de ne pas décourager les parrains par un dispositif trop lourd finalement, et qu'il n'ait pas non plus l'impression d'être instrumentalisé par un dispositif de protection de l'enfance parfois à bout de souffle. Et ça ressort clairement d'une étude qui a été faite auprès des parrains qui se disaient plutôt satisfaits de la relation en elle-même avec l'enfant et plutôt en difficulté dans le rôle qu'on tentait parfois de leur faire jouer et dans les relations parfois avec les professionnels, notamment de l'aide sociale à l'enfance, et qui pouvaient avoir un sentiment d'instrumentalisation par une institution en manque de moyens. Donc c'est vraiment un écueil à éviter si on veut garder ce vivier fantastique qui est celui des viviers de parrains, parce que ça reste une très belle idée. Donc on a aussi dans cette série de dispositions la proposition systématique d'un mentorat à partir du collège. Donc là aussi, à partir du collège, il doit y avoir une évaluation systématique de l'intérêt pour l'enfant d'avoir un mentor. Alors, le mentorat, il est défini comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel, dont l'objectif est de favoriser le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Je pense que vous avez compris à mon ton que je ne suis pas très convaincue par cette définition. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai un petit peu du mal avec cette définition un petit peu conceptuelle. Et c'est vrai qu'on est un petit peu embêté parce que ça fait beaucoup moins référence à une culture que l'on a, nous, en France, du parrainage. Le parrainage, on voit à peu près ce que c'est. Le mentorat, pour la plupart des gens, c'est un petit peu plus compliqué. Quand on lit les travaux parlementaires, en fait, on comprend qu'il s'agit d'un dispositif, c'est en miroir d'un dispositif qui a été lancé en 2021, le dispositif Un jeune, un mentor, qui est porté par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et qui a été doté d'un financement de plusieurs millions d'euros. Et là,
quand on se rend sur le site du ministère et qu'on rentre dans les détails de ce qu'est le mentorat dans ce cadre-là, ça devient un peu plus clair, puisque le mentor est censé donc mettre à disposition du mentoré son expérience, ses réseaux, à raison de quelques heures par mois, avec une ambition, aider le mentoré à améliorer des compétences ou capacités qui lui permettront de se sentir plus à l'aise ou plus autonome pour avancer dans la vie. C'est déjà un petit peu plus clair à mon sens. Donc on n'est pas uniquement dans le domaine de l'insertion professionnelle ou de la scolarité, mais on est quand même dans le domaine de l'insertion au sens très large, hein, et dans le domaine du réseau social, du développement du réseau social, des objectifs pour grandir, etc. Ça peut se rapprocher de ce que certains appellent, je ne sais pas si ça existe ici, du parrainage professionnel, en fait, hein, puisqu'on a le parrainage affectif dont on a parlé précédemment, mais il y a aussi le parrainage professionnel. Ça se rapproche un petit peu. Donc effectivement, c'est rentré dans la loi comme une proposition qui doit être systématiquement réfléchie pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Il y a peu de recherches, contrairement au parrainage, il y a peu de recherches qui expliquent sur le mentorat, qui existent sur le mentorat, hein, ce qui s'explique parce que c'est pas trop dans notre culture. Mais en 2021, on a quand même eu les premiers résultats d'un projet pilote de mentorat individuel auprès d'enfants accueillis dans des établissements de protection de l'enfance dans 5 pays d'Europe, dont la France. Et ces premiers résultats montrent pour l'instant des effets limités sur les résultats scolaires, l'insertion professionnelle, etc. Mais par contre des effets très positifs sur le bien-être et le sentiment de valorisation de soi, hein, l'estime de soi, ce qui est déjà un résultat intéressant en soi, à voir. Alors comme pour le parrainage, hein, il existe des associations, des fondations, des collectifs sur lesquels les conseils départementaux devraient pouvoir s'appuyer. Mais il y a la même question, est-ce que ces associations vont avoir la capacité à mobiliser suffisamment de mentors par rapport aux besoins? Et puis il y a aussi comment accompagner ces liens, s'assurer de leur qualité, de leur fiabilité également pour des enfants dont on sait que le relationnel est a déjà été souvent, pas systématiquement, mais souvent abîmé. Donc ne pas les confronter à des épreuves supplémentaires en termes relationnels. Et puis bien sûr il y a la question, comme toujours, mais finalement ça je pourrais le reprendre à chaque fois, la question des coûts induits pour les départements. Puisque selon les départements, ça conduit à des subventions associatives très variables, hein. Alors on a les chiffres qu'on a obtenus, ça se situe entre 500 et 1500 euros par an et par enfant, hein, financés par les départements. Donc c'est une dépense supplémentaire aussi, moindre par rapport à tout ce qu'on évoque aujourd'hui, mais c'est une dépense supplémentaire aussi pour les départements. Et je terminerai en termes d'entourage autour de l'enfant, je terminerai par la désignation d'une personne de confiance majeure, puisque l'article L223-1-3 du Code de l'action sociale et des familles permet désormais à un mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance de désigner une personne de confiance majeure qui pourra, je cite, l'accompagner dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie. Cette personne de confiance, donc, elle est définie de manière particulièrement large, hein, ça peut être un parent ou toute autre personne de son choix. Et bien sûr, elle pourra assister à l'entretien de préparation à la majorité qui est prévu par ailleurs au Code de l'action sociale et des familles. La loi prévoit que cette personne, elle sera désignée par le mineur en concertation, hein, entre guillemets, en concertation avec l'éducateur référent. Sur le papier, ok, on comprend, c'est simple. Sauf que dans nos expériences respectives, on a tous croisé des situations où on préférait ne pas voir certains majeurs aux côtés des enfants lors de certains entretiens, notamment quand il peut y avoir un conflit d'intérêts ou une situation d'emprise d'un majeur sur un enfant protégé. Donc là, on ne sait pas, avec cette loi, on ne sait pas ce qu'il se passe dans un tel cas, comment le travailleur social va devoir faire face à cette situation. Là aussi, il y a un décret qui devrait intervenir, mais il semble difficile de rattraper au niveau d'un décret ce que la loi n'a pas prévu, c'est-à-dire une exception si jamais la personne choisie par cet enfant n'est pas une personne dont la présence est conforme à son intérêt. Voilà, à voir, mais je pense qu'il va être difficile pour l'autorité réglementaire de répondre à ce problème.
Voilà. Donc on le voit, hein, des intentions louables de mobilisation, de préservation et de développement de l'entourage, louables, conformes au droit antérieur, mais qui vont un peu plus loin et de façon peut-être un peu plus musclée que le droit antérieur. Des objectifs louables, mais quelques difficultés de mise en œuvre à surmonter, des adaptations de la pratique à faire, des leviers également pour faire évoluer les choses. Je reprends mon souffle une minute avant de passer à la deuxième partie. Il y en a 5. Non, il y en a 8. Mais elles ne sont pas toutes aussi longues. Alors, on a aussi des dispositions, je le disais tout à l'heure, de nombreuses dispositions dans cette loi qui visent à favoriser la sécurité des accueils. Alors, c'est en écho, bien sûr, à une préoccupation croissante pour la sécurité des enfants accueillis. On a d'abord l'interdiction progressive des accueils à l'hôtel. Pour donner quelques repères chiffrés, avant d'entrer dans le vif du sujet, en novembre 2020, l'IGAS estimait le nombre de mineurs confiés à l'ASE hébergés à l'hôtel à entre 7 500 et 10 500. Ce qui n'est pas rien. Une proportion sur le total des mineurs confiés à l'ASE, donc entre 1% et 18% de mineurs à l'hôtel selon les départements. Là aussi, d'énormes disparités entre départements, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qu'on sait, c'est que ces accueils concerneraient très majoritairement des mineurs non accompagnés et de façon plus marginale, des mineurs en grande souffrance psychique, particulièrement difficiles à prendre en charge, mais on ne peut pas dire que ce soit la prise en charge à l'hôtel qui va améliorer leur situation. Donc, au titre de cette loi, après de nombreux débats, vous savez que ça a soulevé beaucoup de questions, cette interdiction progressive des accueils à l'hôtel. Il y a eu un compromis, une sorte de compromis qui a été trouvé, et finalement, à compter de février 2024, en dehors des périodes de vacances ou de loisirs, les mineurs et jeunes majeurs doivent être accueillis ailleurs qu'à l'hôtel, soit chez des assistants familiaux agréés, soit dans des établissements de services sociaux et médico-sociaux définis par le Code de l'action sociale et des familles, etc. Pas d'accueil à l'hôtel. Il y a néanmoins une dérogation permettant à titre exceptionnel l'accueil de mineurs en raison de l'urgence ou pour assurer une mise à l'abri dans des structures relevant des articles L227-4 et L321-4 du Code de l'action sociale et des familles. Donc il y a effectivement des accueils exceptionnels qui sont prévus, qui ne peuvent pas durer plus de 2 mois et ne peuvent pas concerner des mineurs en situation de handicap. Il y a des limites qui sont clairement posées. Et là aussi, autre limite, un décret doit venir préciser le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs, ainsi que la formation requise dans ces structures d'accueil dérogatoires. Alors on est là devant un paradoxe, une volonté d'interdire aboutit finalement à une reconnaissance d'un phénomène qui ne devrait pas exister, même si on sait bien à quelles difficultés sont confrontés les départements. Donc du coup, il y a pas mal d'enjeux sur le décret d'application et notamment autour de en quoi va consister cet accompagnement des mineurs accueillis malgré tout et à titre dérogatoire dans des établissements de type hôtelier. À l'ONPE, on a à cœur que ce soit un vrai accompagnement éducatif et pas un accompagnement trop low cost. Et notamment pas une surveillance, pas une mise à l'abri, qu'on parle bien d'accompagnement éducatif et de protection. Même si ça ne doit pas durer longtemps et même si c'est dans des conditions très limitées. Donc, je passe à la suite parce qu'il faut qu'on avance. En termes de sécurisation, on a aussi le renforcement du régime des incapacités à intervenir auprès d'enfants. Donc, il y a un renforcement du dispositif des incapacités en cas d'antécédent judiciaire, notamment lorsque le professionnel ou le bénévole est auteur d'infractions sexuelles ou violentes. C'est là que c'est intéressant, c'est que ça concerne tous les bénévoles pouvant intervenir en établissement, pas seulement les professionnels. Et le contrôle de ces incapacités doit se faire avant l'exercice des fonctions de la personne, puis à intervalles réguliers au cours de l'exercice. Et ça doit se faire, bien sûr, via la délivrance du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et la consultation du FIJES, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Alors, le gouvernement a fait une étude d'impact pour savoir à peu près combien de personnes seraient concernées.
Et ils ont chiffré plus de 1 100 000 professionnels qui seraient concernés, auxquels il faut ajouter les bénévoles. Ça commence à faire du monde. Donc il est prévu l'extension d'un outil préexistant pour avoir un traitement automatisé de ces demandes et de ces recours. Et là aussi, nous attendons des décrets d'application. Ça nécessitera aussi des moyens humains, notamment au niveau de l'administration territoriale, de l'administration d'État au niveau territorial. Donc ça nécessitera des recrutements et des dispositions réglementaires pour que ce soit applicable. En termes de recherche de sécurisation des accueils, on a la lutte contre la maltraitance institutionnelle qui est affirmée, et des outils nouveaux. Alors je fais un petit détour par la définition de la maltraitance qui ne concerne pas uniquement la maltraitance institutionnelle, mais on remarque quand même qu'on arrive à parler, c'est une observation, mais je pense que ça dit quelque chose de notre société quand même. On arrive enfin à parler de maltraitance dans le Code de l'action sociale et des familles et à poser une définition, mais c'est d'abord dans une démarche de lutter contre les maltraitances institutionnelles. Tout ça pour dire qu'on arrive à l'article L119-1 du Code de l'action sociale et des familles. On arrive à une définition de la maltraitance qui est générale, qui fait suite à une des commissions que j'ai citées tout à l'heure, la commission de lutte contre la maltraitance institutionnelle et pour la bientraitance, qui était dirigée par Madame Casagrande à la demande notamment du ministère de la Santé. L'idée, c'était d'avoir une définition de la maltraitance qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des personnes vulnérables. Et pour ne rien vous cacher, au début, on a eu très peur que dans l'esprit du législateur et de cette commission, ce soit surtout par rapport aux personnes âgées qu'on réfléchisse, et au grand âge et aux personnes handicapées, et peu par rapport aux enfants. On aboutit quand même à une définition de la maltraitance comme un geste, une parole, une action ou un défaut d'action, s'inscrivant dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement, et compromettant ou portant atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux ou à la santé d'une personne en vulnérabilité. Donc finalement, la définition à laquelle on aboutit, elle est tout à fait applicable aux enfants, elle est tout à fait applicable tant à la maltraitance institutionnelle qu'à la maltraitance intrafamiliale. On peut se dire quand même que c'est un progrès, même si on constate que il y a un léger décrochage avec la définition de l'Organisation mondiale de la santé, définition de la maltraitance qui est posée par l'Organisation mondiale de la santé et qui catégorise la maltraitance, maltraitance physique, violence physique, violence sexuelle, violence psychologique, négligence, merci, négligence et exposition à la violence conjugale. Donc il y a un léger décrochage, mais ça n'est pas incompatible pour autant avec cette définition. Autre apport de cette définition, c'est aussi qu'on fait rentrer dans le champ de la maltraitance des actes qui sont des actes d'omission. Je pense à la négligence. Et ça, c'est en France quelque chose qui est difficile à entendre, alors que dans les pays anglo-saxons, ça va de soi, en fait. Abuse and neglect, c'est quelque chose qui est parfaitement intégré comme étant de la maltraitance. Et puis, troisième apport pour la juriste et la juge des enfants que je suis, on a une définition de la maltraitance qui est décrochée du droit pénal. On peut faire référence à de la maltraitance selon une définition légale sans incriminer des parents au titre de la loi pénale, ce qui n'est pas non plus inintéressant. Et troisième apport, ça permet de se référer à tout un corpus de savoir scientifique sur les effets de la maltraitance et sur la façon de la combattre et sur les causes de la maltraitance, tout un corpus scientifique international, donc ça nous ouvre quand même des voies en termes d'appréciation du danger, même si on le sait très bien, le danger ne se résume pas à la maltraitance. C'est pas ici que je vais le défendre, c'est évident pour tout le monde ici. Le danger ne se résume pas à la maltraitance. Pour autant, la maltraitance peut être un danger et c'est important d'avoir une définition claire. Donc, on a une définition de la maltraitance qui est posée par la loi de 2022, comme je l'ai dit, qui n'est pas spécialement dédiée à la protection de l'enfance, mais qui peut avoir quelque intérêt en protection de l'enfance. Et ensuite, en s'appuyant sur cette définition de la maltraitance, le législateur a introduit plusieurs dispositions qui obligent finalement à avoir des stratégies en matière de prévention, de contrôle, pour lutter contre la maltraitance institutionnelle. Donc l'idée était bien différente de lutter contre la maltraitance intrafamiliale,
même si je pense que ça peut nous donner quand même quelques outils là-dessus, l'idée était bien de lutter contre la maltraitance institutionnelle. Alors, en complément de cette définition, on a effectivement l'article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles qui nous explique que les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont désormais tenus à une obligation consistant à préciser dans leur projet d'établissement ou de service leur politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Et il doit également être désigné sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental, le préfet et l'agence régionale de santé, une autorité extérieure à la structure, indépendante du conseil départemental, avec l'idée que les personnes accueillies pourront se référer et faire appel à cette personne qualifiée, autorité extérieure, donc, qui sera autorisée à visiter l'établissement à tout moment. Donc vous voyez, c'est un mécanisme de contrôle sur appel des personnes concernées, avec une autorité indépendante pour cela. Il reste à définir qui vont être ces personnes, comment elles vont être formées, rémunérées, etc. Lors des débats parlementaires, il a été dit à plusieurs reprises que ça pourrait être les délégués départementaux des défenseurs des droits, là où ils existent et là où ils ont le temps, parce que les principaux concernés, certains m'ont dit « mais oui, mais on a déjà beaucoup de choses, ça ne va pas être si simple que ça ». Enfin, voilà, là il y a encore quelque chose à passer, mais il y a une idée quand même derrière, de pouvoir faire entrer ces autorités indépendantes dans les établissements pour aller s'enquérir d'éventuels risques de maltraitance ou de maltraitance avérée. On a aussi un article L312-4 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit une stratégie de prévention des maltraitances institutionnelles dans les établissements, services et lieux de vie qui doit être intégrée au schéma, au schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mais pour nous ce sont les schémas départementaux de protection de l'enfance. Ces schémas départementaux de protection de l'enfance vont devoir intégrer cette dimension. Et cette stratégie, elle devra comporter des recommandations donc, sur la détection des risques de maltraitance, la prévention, le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement proposés par ces établissements et services. Donc on voit qu'on a quand même une attention très très forte. Je ne cite pas toutes les dispositions du texte qui sont autour de cette sécurisation, mais on a quand même une attention très très forte sur le risque de maltraitance institutionnelle. On peut penser aussi que cette élaboration concertée d'une stratégie entre acteurs, une élaboration d'une stratégie contre les maltraitances institutionnelles, ça pourrait tout à fait se faire dans le cadre des ODPE, puisque tant au niveau des missions, le regard sur les schémas départementaux de protection de l'enfance, que de la composition, ça serait un lieu qui semblerait adapté pour travailler à l'élaboration de ces stratégies. Voilà, donc on a aussi, j'en parlerai, la création d'un fichier national des agréments des assistants familiaux qui sera confié au groupement d'intérêt public auquel j'ai l'honneur d'appartenir, mais on ne sait pas encore selon quelle modalité, puisqu'on attend des décrets d'application, et c'est un petit peu compliqué, puisque, comme vous le savez, il faut une consultation aussi de la CNIL sur ce genre de choses nécessaires. Troisième partie. On a des dispositions relatives, ça fait la transition, on a des dispositions relatives à l'exercice du métier d'assistant familial. Alors là aussi, quelques chiffres pour contextualiser. Au 31 décembre 2019, vivaient en famille d'accueil 76 100 enfants au niveau national. Proportionnellement, on le sait, la part prise par l'accueil familial dans l'ensemble des accueils en protection de l'enfance est en diminution depuis plusieurs années. On avait par exemple presque 47% au 31 décembre 2017, et on est à 42% au 31 décembre 2019. Et entre 2017 et 2019, au niveau national, le nombre d'assistants familiaux répertoriés a diminué de 3%. Ça concerne un peu plus de 36 000 assistants familiaux au 31 décembre 2019. Je ne reviens pas dessus, on connaît le contexte de difficulté de recrutement d'assistants familiaux, et c'est ça qui a donné lieu à l'ajout d'un titre dans ce projet de loi qui était « Améliorer l'exercice du métier d'assistant familial ». Donc il y a d'abord le renforcement du contrôle des conditions d'accueil familial à travers l'agrément.
Donc là, il y a une attention particulière aux personnes présentes au domicile de l'assistant familial, non seulement aux antécédents des assistants familiaux, mais aussi aux personnes présentes au domicile, de l'assistant familial, puisqu'il est impossible d'obtenir un agrément en cas de condamnation pénale incompatible avec l'exercice du métier, aussi quand il y a des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant au domicile du demandeur qui sont inscrites au FIGES pour donc des agressions sexuelles ou violentes. Il y a aussi l'impossibilité de délivrer un nouvel agrément quand on a eu un retrait d'agrément, avant un délai qui doit être fixé là aussi par voie réglementaire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand ça devenait un peu trop compliqué, on a dit on verra ça au moment du décret, mais pour l'instant on ne sait pas. Et bien sûr, il y a cette mise en place d'une base nationale recensant l'ensemble des agréments, j'en parlais tout à l'heure. Au niveau des conditions de travail à proprement parler, donc il y a non seulement la loi, mais il y a eu aussi un décret qui est intervenu depuis, le décret du 31 août 2022, qui fixe des minima en termes de rémunération, hein, la rémunération de base des assistants familiaux. Donc rémunération de base augmentée, portée au niveau minimum d'un SMIC mensuel pour un enfant accueilli, ça c'est ce que disait la loi. Et par ailleurs, l'employeur doit désormais préciser dans le contrat de travail le nombre d'enfants ou de jeunes susceptibles d'être confiés, en tenant compte des limites de son agrément. On a effectivement aussi un mécanisme de compensation quand l'intégralité de l'agrément, quand le nombre de mineurs pour lesquels un agrément a été délivré n'est pas atteint par les mineurs confiés par le département. On a le maintien de salaire de l'assistant familial en cas de suspension de l'agrément, hein, suspension qui est d'une durée maximum de 4 mois. Dans ce cas, le salaire hors indemnité d'entretien et de fourniture est maintenu. Ça met fin au régime de versement d'une indemnité compensatrice. En fait, on a un changement de régime. Et on a des règles nouvelles relatives au cumul d'employeurs. Hein. Donc un employeur peut maintenant introduire une clause d'exclusivité, vous le savez, dans le contrat de travail d'un assistant familial. Mais dans ce cas-là, il doit être en mesure de confier à cet assistant familial autant d'enfants que prévu dans son agrément, ou alors il doit compenser ces restrictions d'accueil par un salaire correspondant au nombre de places. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et bien sûr, il y a la possibilité d'attribuer un repos mensuel aux assistants familiaux. Donc l'idée d'avoir un samedi et un dimanche consécutifs par mois peut être prévue dans le contrat de travail, passé entre l'assistant familial et l'employeur, en supplément bien sûr des congés payés accordés. Ça doit s'exercer dans le respect des autres suggestions du métier, et c'est là que c'est compliqué à articuler avec les besoins fondamentaux de l'enfant et avec l'intérêt de l'enfant. Notamment le samedi-dimanche, hein, c'est pas très simple quand l'enfant doit reprendre l'école le lundi matin. Donc on est sur quelque chose qui paraît légitime d'accorder aux assistants familiaux et bien sûr difficile à mettre en œuvre sans léser les enfants. En tout cas, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas évident. Et là, je ne pense pas que ce soit des décrets qui aident les praticiens à trouver cet équilibre, ni les décideurs publics au niveau territorial. Autre disposition intéressante quand on cherche à soutenir les assistants familiaux et peut-être à élargir le vivier de recrutement, c'est tout ce qui touche à l'obligation d'accompagner les assistants familiaux et de mieux les accompagner, puisqu'on sait la difficulté du métier. Donc depuis 2005, pour les conseils départementaux, il y a une obligation en tant qu'employeur d'assistants familiaux d'assurer un accompagnement et un soutien professionnel des assistants familiaux. Et bien là, cette disposition est généralisée à l'ensemble des employeurs d'assistants familiaux. Donc il y a des précisions assez importantes et qui étaient attendues, je pense, pour le travail en accueil familial. D'abord, l'intégration de l'assistant familial dans une équipe de professionnels et la participation de ce même assistant familial à l'élaboration du projet pour l'enfant. Tout ça, c'est l'idée que l'assistant familial soit de moins en moins isolé, hein, et de plus en plus compris dans une dynamique de travail collective. Ça correspond assez aux préconisations que l'Observatoire avait fait en 2015 dans un rapport au titre évocateur, puisque ça s'appelait le placement familial, un travail d'équipe. Donc, vous voyez, on était en plein dedans. Je vais aller vite si on veut pouvoir clôturer, mais il y a aussi la réorganisation des accueils en urgence et de courte durée, avec toujours cette idée de finalement d'uniformiser les régimes, hein, entre employeurs de droit privé et départements et employeurs départementaux.
Il y a aussi la possibilité pour l'assistant familial de travailler au-delà de la limite d'âge. J'y reviens pas, ça a été évoqué ce matin. Ce qu'on note là aussi en creux, ce qu'il n'y a pas dans la loi, c'est quelque chose qui aurait pu être développé aussi pour élargir là aussi le vivier d'assistants familiaux potentiels. C'est l'idée d'ouvrir la possibilité d'employer dans cette profession des personnes se trouvant par ailleurs en situation de salariat ou d'activité libérale, c'est-à-dire des gens avec une double casquette. On sait que la protection judiciaire de la jeunesse le fait. À des familles d'accueil qui ne sont pas des assistants familiaux, mais qui, de fait, ont une autre activité et qui sont accompagnés et contrôlés en tenant compte de cette particularité. Et qui sont des bénévoles. Il y a néanmoins une indemnisation qui est prévue quand même. Et ça amène des résultats assez intéressants en termes d'accompagnement des jeunes. Donc c'est certainement pas souhaitable et possible pour l'ensemble des mineurs de l'aide sociale à l'enfance, mais peut-être que ça serait une piste pour le futur pour certains enfants de l'aide sociale à l'enfance. Toujours est-il que ça n'a pas été examiné, cette hypothèse n'a pas été examinée dans le cadre de cette loi. Donc on va passer à la quatrième partie sur l'accompagnement des jeunes majeurs, qui a été présenté comme un droit, mais on s'aperçoit que c'est un droit sous condition, puisque, alors là aussi en termes d'éléments de contexte, c'est une question tout à fait centrale. La crise sanitaire a accru les inquiétudes sur la situation des jeunes majeurs en population générale, avec des études qui soulignent la grande disparité et des situations de grande détresse suite à la crise sanitaire notamment. Et je l'ai dit tout à l'heure, entre 2019 et 2020, le nombre de jeunes majeurs accompagnés au titre de la protection de l'enfance a augmenté de 30%. Alors, on peut dire aussi que par rapport à ça, la loi n'est pas le seul levier pour éviter les sorties sèches. On a cité ce matin la contractualisation. L'idée de lutter contre les sorties sèches et de se doter de dispositifs pour cela fait partie de la contractualisation lancée par l'État avec les départements au titre de la lutte contre la pauvreté, puis ensuite au titre de la stratégie nationale de protection de l'enfance. On peut noter qu'au départ, ce projet de loi, il ne comportait, lui, pour sa part, aucune disposition sur les jeunes majeurs. Et ça, ce sont les débats parlementaires. On disait tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup d'apports parlementaires. Ce sont les débats parlementaires qui ont amené ça sur le devant de la scène, notamment parce que les parlementaires ont été très mobilisés et très attentifs au discours plaidoyer des associations de personnes concernées et d'un collectif qui s'appelle Cause Majeure également. Donc on a plusieurs dispositions qui favorisent cet accompagnement des jeunes majeurs. Bien sûr, on a cette idée avant même la majorité, d'un entretien obligatoire. Alors cet entretien obligatoire, il existait déjà, c'est une obligation qui est renforcée par la loi de 2022, en donnant également des précisions. La loi ajoute aussi, je le disais tout à l'heure, que la personne de confiance désignée par le mineur peut assister à cet entretien. Et puis la loi redéfinit, c'est surtout ça qui est intéressant, la loi redéfinit le périmètre de l'accompagnement des jeunes majeurs, puisque depuis 1974, finalement, les obligations à la charge des départements dans ce domaine étaient assez incertaines. Avant 1974, l'accompagnement entre 18 et 21 ans était un droit acquis. Après 1974, certains articles du Code de l'action sociale présentaient l'accompagnement entre 18 et 21 ans comme une possibilité et non plus comme une obligation. Du coup, il y a eu du contentieux administratif là-dessus. Enfin, c'était quand même une situation assez floue. Et là, l'article 10 de la loi du 7 février consacre une obligation pour les départements de proposer un accompagnement aux jeunes majeurs confiés à l'ASE avant leur majorité. Et à l'inverse, rend facultatif l'accompagnement pour les jeunes de 18 à 21 ans qui ne rempliraient pas cette condition, mais qui se trouveraient dans des difficultés par ailleurs, comme le définit le texte. Donc c'est un droit à l'accompagnement pour les jeunes de 18 à 21 ans qui ont été confiés antérieurement à l'aide sociale à l'enfance et une possibilité pour les autres. Bon, bien sûr, on peut se dire que ça va renforcer des disparités départementales, mais on est quand même sur quelque chose au moins qui a une interprétation plus uniforme des textes. Il y a les enjeux financiers, effectivement, la loi de finances devrait normalement, il était prévu, l'État avait prévu que la loi de finances compenserait en partie cette nouvelle charge pour les départements.
On peut aussi penser là qu'il y a eu une occasion manquée, puisqu'il y a un dispositif d'aide jeunes majeurs qui est déjà financé par l'État, et notamment via la PJJ, qui est d'après un décret du 18 février 1975. Les jeunes majeurs peuvent se tourner vers le juge des enfants et lui demander de leur attribuer cette aide jeune majeur. C'est une disposition réglementaire qui n'a pas été abrogée, qui existe toujours, mais la protection judiciaire de la jeunesse, dans la plupart des cas, ne le finance plus, faute de lignes budgétaires décidées par l'État. Donc concrètement, il y a quelques juges des enfants qui arrivent à le négocier au cas par cas dans des situations très particulières pour des jeunes majeurs qui leur demanderaient, mais ça reste très difficile d'obtenir cette aide jeune majeur. On peut se dire que l'État, au lieu de proposer et d'affirmer une responsabilité partagée sans prévoir un financement pérenne par l'État de ce dispositif, aurait pu passer par le renforcement finalement des moyens de la PJJ au titre de l'aide jeune majeure. Donc ça semble une occasion manquée. Autre chose intéressante dans cette loi, donc c'est le renforcement des obligations du département à l'égard des jeunes majeurs après leur majorité, le droit d'aller-retour et l'entretien obligatoire 6 mois après la sortie. L'idée, c'est qu'il y ait un entretien 6 mois après la sortie qui est obligatoire, qui cherche à faire le bilan avec le jeune majeur de sa situation. On peut penser qu'à cette occasion, un jeune majeur peut tout à fait dire finalement, je pensais que j'en avais pas besoin, mais j'en ai besoin. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait ou pas fréquemment en tout cas. Je pense que certains départements le font, mais à la marge. Et là, ça systématise finalement cette possibilité de recours postérieur par le jeune majeur qui peut se trouver en difficulté. Et puis la loi ajoute qu'un autre entretien peut avoir lieu à la demande du jeune majeur jusqu'à ses 21 ans. Donc c'est ce qu'on a appelé le droit au retour. Et puis ensuite, l'État a affirmé une co-responsabilité vis-à-vis des jeunes majeurs, donc à travers plusieurs autres dispositifs. Par exemple, la loi prévoit que le contrat d'engagement jeune, j'ai toujours une hésitation sur le terme, mais c'est ce qu'on appelait avant la garantie jeune. Le contrat d'engagement jeune doit être systématiquement proposé aux majeurs âgés de moins de 21 ans pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de la PJJ, donc là c'est étendu, dans le cadre d'une mesure de placement. Donc ça c'est intéressant puisqu'on voit qu'il n'y a pas que des dispositifs départementaux, il y a aussi un accompagnement possible au niveau de l'État dans le cadre de ce contrat d'engagement jeune. Il y a néanmoins des conditions qui auraient pu être un frein par rapport à notre population qui peut se trouver en grande difficulté pour assurer un suivi, une cohérence dans son projet, etc. Et puis il y a eu malgré tout une circulaire d'avril 2022 qui conduit à une interprétation extensive de textes sur le contrat d'engagement jeune et qui prévoit spécifiquement des parcours spécifiques dans le cadre du contrat engagement jeune en rupture. C'est-à-dire finalement des adaptations pour les jeunes qui sont le plus en difficulté socialement, auxquels on ne va pas d'emblée demander les mêmes, pour le faire rapidement, on ne va pas leur demander d'emblée les mêmes engagements et le même niveau de maturité dans leur projet que d'autres jeunes. Et ça, pour notre public, c'est une précision précieuse, je pense, pour pouvoir évidemment s'adapter à ce public qui peut parfois être en difficulté pour penser tout de suite le bon projet et s'investir tout de suite dans le bon projet. Il y a besoin parfois d'une soupape de décompression à 18 ans et c'est seulement à 19 ans qu'on est prêt à s'engager vraiment dans un projet. Voilà, pour schématiser, mais vous connaissez ça mieux que moi. Alors sur les jeunes majeurs, on est là aussi, on a eu un décret le 5 août avec des éléments intéressants comme une liste des besoins à couvrir qui a été précisée à l'article R 222-6. Et pour ne pas reprendre toutes les dispositions décrétales, je dis simplement qu'il y a l'instauration d'une commission départementale de l'accès à l'autonomie des jeunes majeurs qui est dans l'esprit du gouvernement le lieu où va pouvoir s'exercer réellement la co-responsabilité État-département en matière d'accompagnement jeunes majeurs. Donc l'idée, c'est que cette commission départementale de l'accès à l'autonomie des jeunes majeurs élabore et assure le suivi des protocoles qui permettent de coordonner l'action de tous les acteurs de l'État et du département.
Et puis, tous les ans, le président du conseil départemental devra présenter, devant l'ODPE d'ailleurs, devra présenter le bilan de cette commission sur l'accompagnement, pas que de cette commission d'ailleurs, sur l'accompagnement des jeunes majeurs et le bilan de cette instance également. Alors l'idée, ce serait de permettre l'effectivité de ces protocoles qui existent déjà depuis la loi de 2016, protocole donc d'engagement de tous les acteurs autour de la table sur l'accompagnement des jeunes majeurs, mais dont on tarde à voir l'effectivité dans tous les départements. Ces protocoles ne sont pas ni créés ni effectifs dans tous les départements. Donc avec ces commissions, on aura peut-être une amélioration de la situation. En tout cas, c'est ce qui est espéré, je pense. Alors, il y a aussi des dispositions, c'est le point suivant, des dispositions relatives aux mineurs non accompagnés. Donc, je ne reviens pas là sur le contexte, mais on sait qu'il y a une augmentation très conséquente du nombre de mineurs non accompagnés. On a d'abord une modification de la clé de répartition avec l'idée d'avoir une répartition plus équitable des mineurs non accompagnés entre les départements, pour tendre vers de meilleures conditions d'accueil, bien sûr. Alors on avait déjà des critères démographiques, d'éloignement par rapport aux lieux visés. On a maintenant l'ajout de certaines réalités socio-économiques du département, notamment le niveau de pauvreté, et on a aussi la prise en compte du nombre de mineurs non accompagnés en tant que jeunes majeurs. Voilà, merci. D'anciens mineurs non accompagnés en tant que jeunes majeurs. Donc voilà ce que je cherchais à dire, effectivement. Donc c'est effectivement l'idée d'encourager les territoires à accompagner les mineurs non accompagnés le plus longtemps possible, en tout cas autant que nécessaire, et que ce soit pris en compte au titre de la clé de répartition, et c'est une incitation qui semble assez bienvenue. C'est pas, en même temps c'est bien, mais ça s'oppose pas à, par exemple, l'obligation de proposer un contrat jeune majeur, puisque les MNA sont des jeunes ASE, donc... De toute façon, on est dans une obligation. On est dans une obligation. Oui. Autre disposition, c'est l'interdiction de la réévaluation de la minorité et de l'isolement des MNA par les conseils départementaux. L'hypothèse, c'est un MNA qui arrive dans le département A, qui est déjà évalué mineur et isolé. Il est orienté vers le département B. Le département B n'a pas le droit, c'est expressément inscrit dans la loi, n'a pas le droit de refaire une évaluation remettant en question la première. C'est une pratique qui existait, c'est pour ça que le législateur a été obligé d'intervenir. La loi prévoit aussi quelque chose de plus difficile à entendre. C'est bien que ça ait un intérêt sur le plan pratique, la loi consacre finalement un accueil provisoire d'urgence spécifique aux mineurs non accompagnés, avec l'article L221-2-4, avec l'idée que l'accueil d'urgence de 5 jours ne suffit pas pour les mineurs non accompagnés pour aller au bout de l'évaluation, et qu'il va falloir pouvoir les accueillir dans un cadre administratif avant de saisir la justice, plus longtemps dans certains cas. Donc l'idée, c'est d'encadrer différemment à la fois le régime de cet accueil provisoire d'urgence, mais aussi le temps. Et là encore, la durée exacte de cet accueil provisoire spécifique mineur non accompagné est renvoyée à un décret qui est en cours d'élaboration. Ça, c'est une chose. Et à l'intérieur de cet accueil provisoire d'urgence spécifique au MNA, il est reconnu par la loi un temps de répit qui doit être pris, qui doit être accordé aux mineurs non accompagnés entre son arrivée dans le dispositif et son évaluation, entre sa présentation et son évaluation. On peut penser que ça va de soi, mais là aussi, tous les départements n'étaient pas en mesure, ou ne se mettaient pas en mesure, selon les cas, de finalement laisser le temps aux mineurs de souffler, de comprendre ce qui lui arrivait et à quel interrogatoire et à quelle évaluation il allait être soumis. Mais là encore, la durée de ce temps de répit est soumise à un décret qui est en cours de discussion. Donc après, il y a un guide de la DGCS des bonnes pratiques qui préconisait un décret qui permettait effectivement de répondre aux besoins primaires du jeune et puis d'avoir le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Donc on peut espérer que là, on aura une durée suffisante pour permettre aussi des évaluations de qualité. C'est aussi ça l'enjeu. Il y a des enjeux humanitaires, mais aussi des enjeux de qualité de l'évaluation réalisée avec des mineurs non accompagnés dans un état acceptable. Bien sûr, il y a d'autres
d'autres enjeux au niveau pratique pour les départements, c'est que pendant ce temps de répit, ces personnes qui se présentent comme étant mineurs non accompagnés n'ont toujours pas été évaluées, donc leur prise en charge est obligatoire. On ne peut pas les écarter au motif qu'ils sont majeurs de façon évidente, et ça peut conduire pendant ce temps à les mettre dans des établissements où ils seraient en contact avec des personnes dont on est sûr qu'ils sont mineurs. Donc ça peut être une difficulté d'organisation pour les départements, et notamment à l'heure où on parle de la sécurisation de tous les lieux d'accueil et de toutes les personnes intervenant auprès des mineurs. Il s'agit de ne pas créer non plus trop de paradoxes. Alors il y a des dispositifs, notamment à Paris et à Lyon, des dispositifs spécifiques où ces personnes qui sont entre deux statuts finalement, qui demandent le statut de mineur non accompagné mais qui n'ont pas encore été évalués, où ces personnes peuvent aller pour ne pas être mélangées, je dirais, avec des personnes trop jeunes, et ceci dans l'intérêt de tout le monde finalement. Mais ce sont des dispositifs qui sont soit financés au niveau départemental, soit financés État-département. Mais ça ne peut pas exister dans tous les départements, en tout cas ça, à ma connaissance ça n'existe pas dans tous les départements. Voilà. On a ensuite dans cette loi une obligation de collaboration entre départements et préfectures en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement. Donc vous savez que le recours au fichier, pour le faire court, le recours au fichier AEM, donc d'appui à l'évaluation de la minorité, est maintenant obligatoire pour les départements sous peine de sanctions financières. C'est quelque chose d'assez nouveau d'imposer des sanctions financières aux départements dans leur mode d'agir. C'est-à-dire que les départements ne verront pas financer l'accueil, la mise à l'abri, les premiers jours de mise à l'abri, s'ils ne présentent pas les mineurs non accompagnés pour cette identification au niveau préfecture et force de l'ordre. Ça, c'est le côté, je dirais, qui heurte certaines personnes et un peu contestable, sans doute. Le corollaire qui a été ajouté par voie d'amendement, c'est que le fait qu'un mineur non accompagné refuse lui-même de se prêter à un relevé d'empreinte ou à un enregistrement au sein du fichier, le fait que le mineur non accompagné le refuse, ne peut pas en lui-même motiver la reconnaissance comme majeur. On ne peut pas en déduire de ceci, on ne peut pas en déduire qu'il est majeur. Donc là aussi, c'est des interprétations, une jurisprudence qui n'était pas fixée. Voilà, certains tribunaux disaient, si, puisqu'il refuse, il sait qu'il est majeur et c'est pour ça qu'il ne veut pas s'y prêter parce qu'il est de mauvaise foi, donc ça établit une sorte de présomption de mauvaise foi. Et d'autres contestaient. Donc là, c'est tranché. Ça ne peut pas servir de fondement pour établir sa majorité. Donc on voit en matière de mineurs non accompagnés que ce sont des dispositions assez contrastées. Il y a d'autres dispositions, mais je ne vais pas toutes les citer, ça serait trop long. Il y a d'autres dispositions qui cherchent à améliorer le sort des mineurs non accompagnés, comme notamment la systématisation d'un bilan de santé dans le cadre de l'évaluation, avec toutes les questions que ça pose derrière. Qui est en charge, quelle coordination avec l'ARS notamment sur ces questions-là, la prise en charge des frais, etc. Puisque par hypothèse, ce sont des gens qui ne sont pas affiliés. Voilà, sur les mineurs non accompagnés, et ça fait la transition avec la partie 6, mais c'est simplement, je vais le faire très rapidement pour vous préciser qu'il y a quand même dans cette loi des dispositions spécifiques qui visent à améliorer la coordination des parcours de santé des enfants, avec notamment des obligations renforcées dans le cadre du projet pour l'enfant et dans le cadre des bilans pédiatriques ainsi que psychiques et sociaux qui doivent être intégrés dans le rapport de situation de l'enfant transmis au juge des enfants. On a aussi d'autres dispositions qui concernent le pilotage national de la PMI par objectif, avec également une expérimentation des maisons d'enfants et de la famille. Là aussi, on attend, concernant l'expérimentation des maisons d'enfants et de la famille, plus de nouvelles de ce que va donner cette expérimentation. Est-ce que ça va être calqué sur les maisons des adolescents, par exemple, en termes de fonctionnement et de mission ? Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ce domaine-là. Il y a également de nombreuses autres dispositions, et ça c'est la partie 7, des dispositions techniques qui sont particulièrement difficiles à raconter parce qu'elles sont très éparses. Précisons simplement donc la codification du rôle du département dans la lutte contre la prostitution des mineurs, la loi
la loi de mars 2002 sur l'autorité parentale précisait déjà que la prostitution des mineurs était interdite sur tout le territoire français et que tout mineur qui se prostituait était réputé être un mineur en danger. Seulement, cette loi n'avait jamais été codifiée et donc elle était méconnue par la plupart des acteurs de la protection de l'enfance. Il y a eu, vous le savez, un groupe interministériel de travail qui s'est réuni jusqu'en 2021, puis un plan de lutte interministériel contre la prostitution des mineurs qui a été prononcé donc en novembre 2021. Et l'idée qui a dominé, c'était de mieux faire connaître ces dispositions, d'une part, et que les mineurs victimes de prostitution soient systématiquement considérés comme des mineurs en danger à prendre en charge au niveau de la protection de l'enfance en général et par les juges des enfants en particulier. Et également l'idée que tous les départements se dotent de dispositifs adaptés pour prendre en charge les mineurs victimes de prostitution. Dispositifs adaptés ne voulant pas forcément dire dispositifs sécurisés ne prenant en charge que des mineurs victimes de prostitution ou dispositifs même de milieu ouvert ne prenant en charge que des mineurs victimes de prostitution. Ça veut dire avoir le dispositif qui va bien dans ce cas-là et penser une politique de protection de l'enfance, notamment dans les schémas, penser cet axe-là dans les schémas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est demandé à travers cet ajout au 5e de l'article L221-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui, comme vous le savez, est un article qui définit les missions du département au titre de l'aide sociale à l'enfance. On a aussi comme disposition intéressante, j'en ai parlé tout à l'heure, la généralisation d'un référentiel national d'évaluation des situations de danger. Là aussi, on attend un décret qui doit préciser que c'est bien le référentiel, mais il n'y a pas beaucoup de suspense, le référentiel établi par la Haute Autorité de Santé qui a été présenté au début de l'année 2021. Ce dispositif d'évaluation a l'intérêt de prétendre à l'harmonisation au niveau national, un cadre unique d'évaluation des situations de danger, ce qui est toujours intéressant. Il comporte des outils intéressants sur le plan théorique. Il ne comporte pas qu'une grille d'analyse, il comporte aussi tout un ensemble, tout un corpus d'apports issus notamment de la littérature scientifique. Après, se pose la question de savoir d'une part comment toutes les personnes concernées de tout le territoire national vont être formées, parce que c'est quand même une œuvre importante. Et quand on voit qu'en 2022, tout le monde n'a pas été formé, notamment la loi de 2016 et aux apports sur la conférence de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant, on se dit que là, c'est un énorme effort de formation qui va devoir être fait. Et d'autre part, la plupart des départements se sont déjà dotés de référentiels, ont travaillé, ont parfois investi dans les formations par rapport à d'autres référentiels. Et il ne s'agit sans doute pas de faire table rase de tout ce que les professionnels ont appris jusque-là. Et il s'agit plutôt de travailler dans la continuité. Donc chaque département va devoir penser l'articulation des référentiels qu'il utilise déjà avec ce nouvel outil imposé au niveau national. Donc c'est quand même un défi de grande ampleur, même si l'enjeu est aussi d'ampleur en fait, d'avoir vraiment une évaluation de qualité pour tous les mineurs du territoire. Je ne reviens pas sur l'ajout d'un délai de 3 mois pour faire retour au tiers ayant transmis une information préoccupante. On comprend bien la préoccupation. Si on veut que le tiers continue à être mobilisé dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt de la protection de l'enfant, il faut lui faire un retour dans un délai raisonnable par rapport à une information préoccupante évaluée. N'empêche que ça tombe quand même dans un dispositif d'évaluation qui est un peu saturé de manière générale en France. Donc on se demande si finalement cette disposition légale va vraiment être suivie des faits. Quand on regarde l'ensemble des dispositions techniques, et c'est la deuxième slide sur ce sujet, il y en a beaucoup qui concernent l'office du juge des enfants et également substantiellement ce que le juge des enfants peut ordonner. Donc il y a la consécration bien sûr des mesures d'action éducative en milieu ouvert intensives ou renforcées, avec l'idée que sur tout le territoire on puisse finalement avoir un panel de possibilités pour l'ensemble des enfants du territoire. On a également la possibilité de désigner un service de médiation. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter parce que là je pourrais tenir très très longtemps. On a l'assouplissement des conditions de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. L'obligation d'entretien individuel du juge des enfants, vous savez que c'était déjà une préconisation dans le rapport Goutte Noire, que l'enfant puisse être entendu de façon individuelle ou en tout cas séparé des adultes, séparé de ses parents. On sait qu'il y avait des pratiques très disparates chez les juges des enfants par rapport à ça.
Bon, ben là, on a quelque chose d'assez clair. Ça va nécessiter quelques ajustements, notamment en termes de temps d'audience, puisque c'est bien un entretien individuel qui est prévu. Hein, et parfois, le juge des enfants avait la pratique, et je parle de moi là, avait l'habitude de recevoir les enfants séparément, mais par fratrie quand même, ou en tout cas par tranche d'âge de la fratrie. Là, individuel, ça peut prendre beaucoup plus de temps, comme vous le savez, dans les grandes fratries, donc ça va nécessiter quelques ajustements. De la même façon, la possibilité de juger collégialement en assistance éducative, c'est une possibilité qui a déjà été testée. Il y a eu une expérimentation, notamment dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux, et avec pas mal de succès au niveau des justiciables, mais aussi au niveau des professionnels, avec l'idée que le juge des enfants en charge du dossier fait le choix, dans les cas les plus complexes finalement, de s'adjoindre 2 assesseurs et de prendre une décision collégiale, mais le juge des enfants restera en charge du dossier et du suivi du dossier après, hein, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit tous les dossiers, sinon ça engorge très vite une juridiction pour mineurs, comme vous l'imaginez, et l'idée, c'est que ça ne crée pas non plus un contentieux supplémentaire, donc que ce soit bien une décision à la main du juge des enfants et pas de quelqu'un d'autre, même si, bien sûr, l'aide sociale à l'enfance est toujours bienvenue pour faire une suggestion, une proposition sur une affaire qu'il estime compliquée. Là aussi, ça nécessitera des ajustements en termes de temps d'audience, en termes de ce qui est attendu et de posture de chacun à l'audience. C'est pas la même posture quand le juge des enfants est seul et quand il y a 3 personnes. C'est probablement pas le même temps de délibérer, voilà, et c'est certainement pas les mêmes postures chez les justiciables non plus. Tout ça serait intéressant à analyser. Je ne sais pas si mon ministère a prévu de le faire, mais ça serait intéressant. Peut-être que l'ONPE pourra se positionner là-dessus également. Il y a un enjeu pour le décret à venir, décret qui doit définir finalement dans quelles conditions ça va se faire. L'enjeu, c'est celui de la spécialisation de la justice des mineurs, puisque le texte ne précise pas quel type de juge des enfants va être assesseur. Et les débats ont montré que dans l'esprit du législateur, il était beaucoup question d'anciens juges des enfants ou au moins de juges aux affaires familiales si ce ne sont pas des juges des enfants. Il est certain que ça ne pourra pas toujours être des juges des enfants, notamment dans les plus petites juridictions, mais il est nécessaire que ce soit au moins des magistrats qui ont une sensibilité ou une spécialisation, ou qui ont eu à un moment donné une spécialisation en matière de famille ou de mineurs, en tout cas, puisque c'est un enjeu important. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous renvoie à la lecture de cette note. Je termine en parlant des dispositions relatives à la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance. Donc au niveau local, il y a une expérience qui est prévue par la loi, une expérimentation des comités départementaux de la protection de l'enfance qui viendrait s'ajouter finalement aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et dont l'idée est plus précisément de viser la coordination entre les services de l'État et les services départementaux. Et l'idée, c'est aussi que l'État réaffirme sa présence sur le champ de la protection de l'enfance au niveau territorial. Donc la disposition qui a fini par être adoptée, parce que ça aussi ça a fait l'objet de beaucoup de débats, c'est l'idée que ce soit expérimenté pendant 5 ans par les départements volontaires, selon une liste qui sera arrêtée un peu plus tard. Cette instance, elle serait réunie au moins une fois par an. Là, il y a une liste limitative des acteurs concernés, donc services départementaux, services de l'État, acteurs de la justice, organismes débiteurs des prestations familiales, professionnels de la protection de l'enfance et gestionnaires d'établissements. Ce comité aurait une double mission, une première qui peut faire craindre une superposition avec les observatoires départementaux de la protection de l'enfance, puisque l'idée c'est qu'il y ait une coordination qui soit assurée en termes de politique publique mise en œuvre dans les départements en matière de protection de l'enfance. C'est une action qui est quand même très proche de ce qui se passe dans les ODPE, notamment au moment de la mise en œuvre et du suivi de la mise en œuvre des schémas départementaux de la protection de l'enfance. Et là où ça paraît aussi intéressant, et ça, des observatoires ne le font pas forcément, c'est que ce comité départemental pourrait aussi se réunir en formation restreinte pour coordonner des actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou de jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans. D'une part dans des cas spécialement complexes et d'autre part en cas de dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un jeune majeur. Donc là, on peut y voir une application particulière finalement de ce qui existe dans certains établissements à travers les cas complexes, les commissions cas complexes, ce genre de choses.
Bon, donc du coup, les instructions qui risquent d'être données, c'est de ne pas faire doublon avec ce qui existe déjà et de voir dans quelle mesure cette expérimentation peut apporter quelque chose dans certains départements. Il y a plusieurs enjeux, mais il y en a notamment un, c'est l'enjeu un enjeu de recrutement de personnes dédiées dans les administrations d'État sur le plan territorial, puisque ça serait une coprésidence État-département, donc ça nécessite un investissement plus grand de l'État, aussi en termes de personnel, dans la protection de l'enfance. Donc là, il y a quelque chose à faire et semble-t-il, c'est en cours de discussion. Donc ça, c'est sur le plan de la gouvernance territoriale. Donc c'est une expérimentation, il y aura un retour d'expérience, alors au moins à 5 ans, peut-être même un bilan d'étape avant. Donc on regardera ça de près. La question aussi, ça sera bien sûr celle de l'articulation avec les observatoires départementaux qui sont maintenus par la loi. Et donc je termine, comme j'ai commencé, par évoquer le groupement d'intérêt public France Enfance Protégée, puisque la loi prévoit la création d'un nouveau groupement d'intérêt public aux missions renforcées. L'idée de ce groupement d'intérêt public a été soufflée notamment par des rapports de la Cour des comptes et de l'IGAS qui remettaient en cause la gouvernance de la protection de l'enfance au niveau national il y a plusieurs années. L'idée, ça serait de regrouper à la fois les secrétariats généraux du Conseil national de la protection de l'enfance, du Conseil national de l'adoption et du Conseil national de l'accès aux origines personnelles, de regrouper donc ces secrétariats généraux de conseils, donc les conseils ne feront pas à proprement parler partie, mais seront proches finalement de ce groupement d'intérêt public à travers leur secrétaire général. Et d'autre part, dans cette institution figuraient donc les anciennes institutions du GIPED, donc le 119 enfants maltraités et l'Observatoire national de la protection de l'enfance, mais aussi l'Agence française pour l'adoption et le Conseil national, enfin l'émanation opérationnelle, je dirais, du Conseil national de l'accès aux origines personnelles. Donc l'idée, ça serait d'avoir un GIP aux missions élargi et donc un groupement relatif à l'enfance protégée pris dans une acception plus large. Ça serait l'enfance protégée au sens où nous on l'entend aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est relatif à l'adoption et à l'accès aux origines personnelles. On sait qu'il y a des champs croisés et où des recoupements peuvent être intéressants. L'idée, ça serait de maintenir une parité État-département et d'avoir toujours un organisme à la disposition à la fois des professionnels, des décideurs publics, à la fois des départements, des associations et des professionnels de la protection de l'enfance, donc à la disposition et au soutien de tout un secteur élargi. Donc pour la mise en œuvre effective de ce GIP, il faudra une convention constitutive qui commence déjà à circuler dans les départements et une assemblée générale. Donc tous les arbitrages n'ont pas été faits. Et ce qui me semble intéressant de préciser, c'est qu'à travers cette loi, la mission de l'ONPE, qui est Centre national de ressources pour la protection de l'enfance, est réaffirmée dans cette loi avec un périmètre qui doit s'élargir dans les mois qui viennent. Et donc, nous allons étendre nos compétences en espérant avoir les moyens pour cela. Voilà. Mais je pense que la question des moyens est tout à fait centrale au niveau national comme au niveau départemental. Donc, je vais finir là-dessus. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.